Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolues ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Notre histoire commence une journée exceptionnellement torride en Californie, où nous suivons le parcours bouleversant de Mary Vincent. Née en 1963, Mary grandit dans une famille nombreuse, au milieu de 7 frères et sœurs, avec des parents travaillant dans un casino. Les relations tendues avec ses parents la poussent à fuguer à un jeune âge. À seulement 15 ans, Mary quitte sa famille avec son petit ami de l'époque et ils passent l'été à vivre dans une voiture. Mais leur aventure prend fin lorsque la police arrête son partenaire pour harcèlement sexuel sur une autre fille, laissant Mary seule et désemparée. Plutôt que de retourner chez elle, elle décide de rendre visite à son oncle en Californie. Après un certain temps, le mal du pays la gagne et elle entreprend un voyage pour voir son grand-père à Corona, en Californie, couvrant près de 400 miles en autostop. Mary commence son périple après le déjeuner, se tenant sur l'Interstate 5 avec 2 autres autostoppeuses. Bien qu'elles soient des inconnues, elles engagent une conversation et, réalisant qu'elles se dirigent vers des destinations similaires, décident de rester ensemble. Ce jour-là, la route est presque déserte, avec seulement quelques voitures passant jusqu'à ce qu'une camionnette bleue, conduite par un homme d'âge moyen en combinaison bleue, s'arrête. Les filles sont ravies de voir une camionnette vide, mais le conducteur, à leur grande surprise, insiste pour n'emmener qu'une seule d'entre elles. L'offre semble étrange et les nouvelles amies de Mary refusent, lui demandant d'attendre le prochain véhicule avec elle. Cependant, Mary trouve le conducteur assez amical et décide de monter dans la camionnette. Pendant le trajet, le conducteur se présente comme Lawrence Singleton, un ancien marin de 51 ans de la flotte marchande. Il partage avec Mary qu'il a une fille de son âge et leur conversation décontractée la rassure. Lawrence mentionne qu'il doit faire un arrêt rapide chez lui à San Pablo avant de continuer leur route et Mary accepte. Elle allume une cigarette et éternue, ce qui pousse Lawrence à tendre la main vers elle. Mary recule, mais il explique qu'il voulait simplement vérifier si elle avait de la fièvre. Bien que la situation soit étrange, Mary se sent à l'aise avec cet homme qui lui semble être une figure bienveillante de grand-père. Ils s'arrêtent chez Lawrence et Mary l'aide même à porter quelques affaires à l'intérieur avant de reprendre leur voyage. Mary, consciente de la longue route qui l'attendait, s'installa confortablement et s'endormit. À son réveil, elle fut surprise de voir des panneaux indiquant que la voiture se dirigeait vers le Nevada au lieu de Los Angeles. Inquiète, elle demanda à Lawrence pourquoi il avait dévié de l'itinéraire prévu. Un peu agacé, Lawrence avoua qu'il avait raté le virage par erreur. Il fit demi-tour et reprit la bonne direction. Cependant, Mary ne se sentait plus en sécurité avec son compagnon de voyage. Son inquiétude grandit lorsque Lawrence sortit une bouteille de whisky de sous le siège et commença à boire en conduisant. Alors qu'il roulait sur une route déserte après le coucher du soleil, en direction d'un canyon, Lawrence s'arrêta soudainement sur le côté de la route, prétextant un besoin urgent d'utiliser les toilettes. Mary descendit également de la voiture pour s'étirer et se pencha pour lasser ses chaussures. Sortie de nulle part, Mary ressentit une douleur aiguë et intense avant de sombrer dans l'obscurité. Lawrence l'avait frappée à l'arrière de la tête avec une masse, puis l'avait attachée et jetée à l'arrière de sa camionnette. Cette nuit-là, il l'agressa brutalement à plusieurs reprises pendant des heures, avant de s'endormir comme si de rien n'était. Mary, quant à elle, resta éveillée, incapable de fermer les yeux, souhaitant disparaître sous terre. Le lendemain, Lawrence la conduisit au canyon de Del Puerto. Là, il lui demanda si elle voulait vraiment être libre, affirmant qu'il était prêt à la libérer. En prononçant ces mots, il sortit une hachette de sa boîte à outils et frappa la main gauche de Mary avec toute sa force. La douleur était insupportable, brûlante. Mary tomba au sol, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Lawrence, sans pitié, attrapa alors sa main droite. Terrifiée, Mary cria et tenta de repousser Lawrence avec ses pieds, espérant que quelqu'un entendrait ses appels à l'aide.
mais il n'y avait personne aux alentours. Lawrence, déterminé, saisit sa main droite et, après une lutte acharnée, réussit à lui infliger 4 coups. En état de choc, Mary vit Lawrence balancer quelque chose dans les airs. C'était son propre membre droit, toujours fermement agrippé par la main de l'agresseur. Bien que consciente, Mary cessa de crier et resta immobile au sol. Pensant qu'elle était morte, Lawrence traîna son corps jusqu'à une colline de 9 mètres et la jeta dans un tuyau de drainage en béton, disant « D'accord, maintenant tu es libre ». Il retourna ensuite à sa camionnette et se dirigea vers l'ouest. En chemin, il s'arrêta sur le pont le plus proche et jeta les membres de Mary dans l'eau par la fenêtre, comme si c'était un acte ordinaire, avant de continuer son voyage. Malgré le traumatisme, Mary Vincent avait survécu à une commotion cérébrale due au coup de masse, à une perte de sang importante et à 2 côtes cassées à cause de la chute. Incertaine de savoir si son agresseur était parti ou attendait toujours, elle resta immobile, les yeux fermés, luttant contre l'envie irrésistible de dormir. Soudain, une réalisation la frappa. « Tu ne dois pas dormir. Et s'il a l'intention de faire du mal à quelqu'un d'autre ?» I knew that if he were to do this to somebody else, they wouldn't survive it. And I don't know if I'm going to survive this. So I had to get up as quickly as I could to get help. Rassemblant toutes ses forces, Mary rampa hors du tuyau, insensible à la douleur et au froid. Elle trouva la force dans sa détermination à arrêter Lawrence. Mary se souvint des bases de la survie qu'elle avait apprises. En cas de plaie saignante, sans moyen de l'arrêter ou de la cautériser, il fallait insérer la plaie dans la terre jusqu'à ce que le sang coagule. C'est exactement ce que fit Mary. Dans l'obscurité totale, elle se guida grâce au faible bruit des voitures sur l'autoroute voisine. La première voiture passa sans s'arrêter, probablement effrayée par son apparence meurtrie. Heureusement, le conducteur suivant, un jeune couple perdu dans la région, montra plus de compassion. Ils lui offrirent une assistance médicale initiale et appelèrent rapidement une ambulance et la police, devenant ainsi les héros inattendus de cette nuit cauchemardesque. Pendant le trajet vers l'hôpital, Mary demanda à l'officier de police de prendre du papier et un stylo. Elle fournit une description détaillée de son agresseur, se souvenant de détails importants comme la trousse de premiers secours sur le rebord de la fenêtre de la maison de Lawrence et les sacs de nourriture pour chiens dans sa camionnette. Une fois le portrait robot terminé et confirmé par Mary, il fut publié dans les journaux locaux. Quelques jours plus tard, une femme nommée Sandra Rubin contacta la police, affirmant que son ancien voisin Lawrence Singleton ressemblait étroitement à l'homme du portrait robot. Elle ajouta qu'il était un ancien marin et avait une fille. Grâce à ces informations, les forces de l'ordre localisèrent rapidement la maison de Singleton. Lors de leur première visite, il n'était pas chez lui, mais les détectives remarquèrent la trousse de premiers secours sur le rebord de la fenêtre, comme Mary l'avait décrit. Lors de la visite suivante, munis d'un mandat de perquisition, ils forcèrent la porte en l'absence de réponse. À l'intérieur, ils trouvèrent les sacs de nourriture pour chiens, ainsi que des cigarettes et des vêtements brûlés appartenant à Mary. Ces preuves étaient suffisantes pour arrêter Lawrence. Il fut retrouvé au Nevada, se cachant chez son ex-femme. Comme souvent dans de tels cas, ceux qui connaissaient Singleton avaient du mal à croire qu'il était capable de telles atrocités. Cependant, son passé était loin d'être irréprochable, avec des problèmes d'alcoolisme et des antécédents judiciaires liés à la conduite en état d'ivresse. Lors de l'interrogatoire, Lawrence présenta sa version des événements du 29 septembre. Il prétendit avoir pris Mary en stop sur la route, affirmant qu'elle se dirigeait également vers Reno, Nevada, où vivait sa sœur. Selon lui, le voyage se déroula sans incident, jusqu'à ce qu'il s'arrête près de chez lui. À son retour, Mary aurait sorti un bâton et commencé à le frapper à la tête, menaçant de le blesser avec un couteau si Lawrence ne conduisait pas jusqu'à Los Angeles. Ils continuèrent leur route et rencontrèrent 2 autres autostoppeurs, Lawrence et Pedro, que Mary insista pour prendre à bord. Lawrence affirma que ses nouveaux compagnons avaient de l'alcool et des drogues, mais qu'ils ne consommaient que de l'alcool. Il prétendit avoir demandé en plaisantant à Mary combien elle facturait pour des services intimes et qu'elle aurait accepté de s'offrir à tous les hommes pour $80. Pedro prit ensuite le volant et Lawrence s'endormit. Lawrence se réveilla alors que la voiture approchait de San Francisco et Mary n'était plus là.
Ses compagnons lui dirent qu'ils l'avaient expulsée parce qu'elle avait essayé de voler leur argent. Bien que Lawrence ait nié toute implication dans l'attaque contre Mary, les détectives comprirent ce qu'il mentait. Aucune preuve n'indiquait la présence d'autres personnes dans la voiture, et son récit comportait de nombreuses incohérences. Il portait une combinaison bleue le jour de sa rencontre avec Mary, et bien qu'il ait d'abord nié la possibilité que le sang de Mary soit sur ses vêtements, il déclara plus tard que cela était possible en raison d'un saignement de nez qu'elle aurait eu ce jour-là. Lors de l'interrogatoire, Lawrence affirma que la hachette était toujours dans la boîte à outils, mais elle ne fut pas retrouvée lors de l'inspection. Il trébucha sur les détails, en essayant de se rappeler quel autostoppeur conduisait sa camionnette pendant qu'il dormait. Lorsqu'on lui demanda où il avait mis les affaires de Mary, il feignit l'ignorance. Les détectives le confrontèrent au reste d'objets brûlés appartenant à Mary trouvés chez lui. Lawrence expliqua qu'il avait brûlé de vieux objets inutiles appartenant à son ex-femme. Mais les experts confirmèrent que les objets brûlés appartenaient à une adolescente, pas à une femme adulte. Lawrence suggéra alors qu'il avait peut-être accidentellement brûlé les affaires de sa fille, mais celle-ci informa les enquêteurs qu'elle n'avait pas rendu visite à son père depuis longtemps, rendant impossible la présence de ses affaires chez lui. Étant donné la forte consommation d'alcool de Lawrence le jour de l'agression de Mary, le procureur demanda l'avis d'experts pour savoir si quelqu'un dans un état d'ébriété pouvait couper les membres supérieurs de quelqu'un et ensuite l'oublier. La réponse unanime fut non. En fin de compte, l'accusation conclut que Lawrence avait méticuleusement planifié son crime, croyant fermement que Mary ne survivrait pas. Il avait délibérément séparé ses bras de son corps pour compliquer l'identification du corps par les empreintes digitales. Le 27 octobre 1978, 6 mois après l'attaque, Mary s'assit dans la salle d'audience pour témoigner contre Lawrence Singleton. Elle raconta au jury les détails horrifiants de cette nuit. Selon Mary, alors qu'elle terminait son témoignage et passait devant Singleton, il lui murmura « Je finirai ce travail même si cela me prend le reste de ma vie ». Lawrence, affirmant constamment son innocence, tenta de porter plainte contre Mary, prétendant ressentir de la pitié pour elle. En fin de compte, le jury le déclara coupable de tentative de meurtre, d'agression et de plusieurs autres crimes. Le juge président, en prononçant la sentence, remarqua « Si j'avais le pouvoir, je l'enverrais en prison, à vie ». Bien que la justice contre Singleton fût rapide, elle s'avéra trop clémente, entraînant finalement des conséquences irréversibles. En fin de compte, le coupable ne reçut que 14 ans et 4 mois de prison, une peine considérée comme la punition maximale pour les crimes sexuels à l'époque. Mary gagna également un procès civil et devait recevoir une compensation de 2,5 millions de dollars. Cependant, Mary ne vit jamais cet argent, car les économies de Singleton à l'époque ne s'élevaient qu'à 200 dollars. Malheureusement, le cauchemar de Mary Vincent ne s'est pas terminé lorsque Lawrence est allé derrière les barreaux. La cruauté qu'il lui a infligée a laissé une marque indélébile, altérant à jamais sa vie. Elle a essayé de revenir à une vie normale, mais c'était difficile en raison du sentiment constant de peur. De plus, elle a dû apprendre à utiliser des prothèses, et ce processus était très difficile. Elle a avoué. Je voulais souvent abandonner, mais chaque fois que je disais que je ne pouvais plus le faire, les médecins me forçaient à recommencer, me rassurant que je pouvais y arriver. Je me réveille chaque jour sans main. I wake up to it every day. Just waking up to no hands. Les anciens amis de Mary se sont éloignés d'elle, tandis que ses nouvelles connaissances murmuraient souvent dans son dos, la faisant se sentir mal à l'aise. Mary a fait plusieurs tentatives pour partager son histoire dans différentes institutions éducatives, exhortant les adolescents à éviter l'autostop. Cependant, elle a rapidement abandonné l'idée, car elle entendait souvent des commentaires comme « Eh bien, cela ne m'arrivera certainement pas ». Ce n'est qu'avec le temps que les blessures émotionnelles de Mary ont commencé à guérir. Elle a épousé un homme nommé Tom et a donné naissance à 2 garçons. Cependant, son bonheur fut de courte durée, car il devint bientôt connu que son agresseur avait été libéré. Le 25 avril 1987, Singleton fut libéré sous condition après avoir purgé seulement 8 ans de prison. Notamment, un psychiatre qui avait évalué Lawrence
rapporta qu'il ne montrait aucun remords, posant une menace significative pour la sécurité des détenus et du public. Malgré le fait que Singleton ait écrit des lettres menaçantes à l'avocat de Mary pendant son incarcération, il fut libéré pour bonne conduite et pour ses excellentes performances en tant qu'assistant d'enseignant en prison. Selon les termes de sa libération conditionnelle, Singleton avait le droit de s'installer dans n'importe quelle communauté prête à l'accepter, ce qui provoqua une indignation considérable parmi les résidents de Californie. Les gens s'opposaient à ce que Singleton vive dans leur quartier après sa libération, certains offrant même $5 000 pour qu'il quitte l'État définitivement. Craignant que Lawrence ne mette à exécution les menaces qu'il avait proférées au tribunal, Mary Vincent fut forcée de déménager de Californie à Washington. À ce moment-là, elle avait déjà divorcé de son mari et était profondément préoccupée par sa sécurité et celle de ses enfants. Pendant ce temps, Lawrence persistait dans ses efforts pour s'installer en Californie, déménageant d'une ville à l'autre, toujours accompagné de protestations bruyantes. Une fois, un incident impliqua quelqu'un jetant une bombe artisanale dans le bâtiment où l'ancien prisonnier s'était installé. Par conséquent, les autorités décidèrent de placer Lawrence dans une caravane sur le terrain de l'une des prisons de l'État. Il y resta pendant 1 an jusqu'à l'expiration de sa libération conditionnelle. Après cela, Singleton déménagea en Floride, s'installant dans la région de Sulphur Springs. En 1990, il fut arrêté pour un vol mineur, ce qui entraîna une peine de 60 jours de prison. Après sa libération, il commit une autre infraction en volant un chapeau de $3, ce qui le renvoya derrière les barreaux. Après sa libération, il s'enregistra auprès des autorités de l'État en tant qu'ancien prisonnier, mais les forces de l'ordre local n'informèrent pas ses voisins de ses antécédents criminels. Personne dans la région n'était au courant de ses actions passées, jusqu'à ce que tout change le 19 février 1997. Ce jour-là, un appel au 911 signala qu'un témoin avait observé un homme poignardant une femme. Le témoin, G. Reynolds, un peintre local travaillant à proximité de la résidence de Singleton, jeta un coup d'œil par la fenêtre de l'ancien prisonnier et vit une scène horrifiante. Lawrence, nu et couvert de sang, infligeant des coups de couteau à une femme nue. La police mit 34 minutes à répondre à l'appel, attribuant le retard à un changement de service dans les forces de l'ordre. La victime s'avéra être Roxanne Hayes, une travailleuse du sexe de 31 ans. Elle avait accepté de rencontrer Singleton pour $20, mais il lui prit la vie à la place. Lawrence affirma que la victime avait exigé plus d'argent que convenu, ce qui l'avait mis en colère et avait conduit à une bagarre au cours de laquelle il sortit un couteau et mit fin à la vie de Roxanne. Lorsque la nouvelle de ce crime parvint à Mary Vincent, les souvenirs de l'attaque contre elle revinrent plus forts que jamais. Bien qu'elle ne soit pas obligée de témoigner au tribunal, Mary se sentit obligée de le faire. Elle s'adressa au jury et raconta de nouveau son histoire dans tous ses détails. En fin de compte, cela aida à envoyer Singleton dans le couloir de la mort. Cependant, le 28 décembre 2001, à l'âge de 74 ans, il mourut d'un cancer avant que sa sentence ne puisse être exécutée. On pense que Lawrence pourrait avoir été responsable d'autres meurtres dans l'État au cours de ces années. Dans les premières années après l'attaque, elle lutta contre l'insomnie et pendant une nuit blanche, elle découvrit un talent pour la peinture. Elle a également amélioré ses prothèses de manière indépendante et a beaucoup travaillé pour changer les lois. Maintenant, Mary mène une vie pleine, peignant, cuisinant, jardinant et jouant au billard. J'ai gardé la haine, la souffrance et le chagrin pendant si longtemps. La chose la plus importante que les gens doivent faire est de laisser aller leur haine. Maintenant âgée de 60 ans, elle vit à Vaughan, Washington, avec son mari, Tony McGriff. Lorsqu'elle fait ses courses et que quelqu'un lui tend la main pour l'aider, Mary répond en plaisantant « Si cela ne vous dérange pas, j'en prendrai 2. » Son histoire sert d'exemple pour de nombreuses personnes. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.